Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Un focus spécial éducation, puisque nous sommes ici donc à Bruxelles à l'occasion de la conférence de haut niveau du partenariat global pour l'éducation. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir sur notre plateau le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur Matata Ponyo. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa, de passage donc à Bruxelles, comme je le disais. Vous étiez donc un des invités d'honneur de marque de cette conférence de haut niveau. Alors d'abord, première question, on a appris là que l'UNESCO a dit qu'il y avait 58 millions d'enfants non scolarisés dans le monde. Ce sont les chiffres qu'ils ont dévoilés aujourd'hui, dont la majorité se trouve en Afrique subsaharienne. Quelle est la situation en RDC? Le tableau qui a été peint par l'UNESCO est crédible, parce que c'est quand même une institution spécialisée dans le secteur. En RDC, nous avons des chiffres des 3 millions d'élèves, mais c'est des chiffres qui étaient auparavant élevés, mais qui ont été très ramenés à la baisse à cause de l'engagement du gouvernement sous le leadership du président Kabila de faire de l'éducation le fer de lance du progrès et du développement dans notre pays. Donc les chiffres peuvent paraître élevés en ce qui concerne la République démocratique du Congo, mais je crois que le plus important, c'est de voir d'où nous venons. Ces chiffres étaient beaucoup plus élevés, mais ils ont été réduits. Et le plus important aussi, c'est de voir quelles sont les actions que nous sommes en train de mettre en œuvre pour davantage réduire ces chiffres. Et là, notre programme indique clairement qu'avec la gratuité de l'enfant que nous avons amenée sur instruction et recommandation du président Kabila. Gratuité de l'enseignement primaire, c'est ça? Gratuité de l'enseignement primaire. C'est déjà effectif actuellement? Déjà effectif, mais c'est progressif. Jusqu'en 5e année de l'école primaire, nous avons la gratuité de l'enseignement. Dans les écoles publiques alors? Dans les écoles publiques, évidemment. Oui, parce que l'enseignement privé, on sait qu'il coûte un certain montant. Oui. C'est dans l'enseignement public. Il y a aussi une campagne forte que nous faisons pour promouvoir la scolarisation des filles à l'école primaire. Il y a aussi la construction de 1000 écoles. C'est un programme ambitieux, novateur, que nous avons mis en œuvre, qui consiste à construire 1000 écoles en 12 mois. Et ce qui permet donc aux parents d'amener leurs enfants à l'école, parce que désormais ils savent que les enfants sont bien assis dans des endroits confortables avec des tableaux noirs qui répondent aux standards internationaux. Alors avant de parler de ce programme très important, puisque c'est un petit peu, si on peut dire, le programme phare donc, pour cette relance et cette mise en priorité de l'éducation, je veux dire 1000 écoles par an dans la République démocratique du Congo, c'est 1000 nouvelles écoles ou ça comprend la rénovation des écoles existantes? Non, c'est 1000 écoles nouvelles, parce que nous voulons être clairs et précis. Évidemment, il ne s'agit pas essentiellement ou exclusivement des écoles qui n'existaient pas. Parfois, ça peut être des écoles qui ont existé, mais sous un format presque sauvage. Lorsque vous avez une école en pisé ou une école sous l'arbre, avec les semblants de toitures qui, quand il pleut, l'école est terminée, quand il fait chaud, l'école est terminée. Notre programme vise effectivement à remettre le standard de ce type d'école au niveau international. Mais c'est un programme qui consiste aussi à construire de nouvelles écoles là où elles n'existaient pas. Le ministre de l'Éducation est avec nous ici. Il sait que, et il nous le dit d'ailleurs, il y a des endroits où les enfants découvrent pour la première fois des bâtiments en dur, avec des tôles et des bancs confortables. Parce que selon les chiffres de l'UNESCO, d'ailleurs, dans ce rapport, ils disent un enfant qui vient d'un pays fragile, si on peut dire, un pays qui a connu une crise, et on pourrait peut-être à certains égards mettre la RDC dans ce cadre-là, puisqu'il a connu, malgré lui, je veux dire, une crise politique et sécuritaire. Et si cet enfant donc vient d'un pays fragile, si c'est une fille et qu'il est dans un milieu rural, il a 3 fois moins de chances de pouvoir être scolarisé. Est-ce ce que vous constatez aussi en RDC? Mais justement, c'est pour ça que le programme que nous faisons, le programme de 1000 écoles en 12 mois, c'est un programme très ambitieux. Et imaginez-vous que ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui décide de l'endroit où il va construire une école. C'est un programme novateur, mais très démocratique,
qui couvre l'ensemble du territoire. C'est le gouverneur de province qui envoie au gouvernement central la liste des écoles qui vont être construites. Et le gouverneur lui-même, avant d'envoyer sa liste, se réfère aux différentes entités politico-administratives de la province. Ce qui fait que les 1000 écoles que nous sommes en train de construire constituent une ramification sociétale au niveau de l'ensemble du pays. C'est une école qui est construite dans chaque partie du territoire national. Et ces 1000 écoles vont, dans la deuxième année, monter à 2000, la troisième année, et donc à moins de 4 ans, nous aurons construit presque 4000 écoles dans l'ensemble du territoire national. Pour avoir une idée un petit peu plus claire de ça, Monsieur le Premier ministre, chaque école, c'est à peu près combien d'élèves? Pour savoir quelle sera la masse critique qui sera touchée. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts parce que je ne suis pas plus compétent que le ministre de l'Éducation dans ce domaine, mais tout ce que je sais, c'est qu'une école a un minimum de 6 classes, un bâtiment administratif, un bâtiment de toilettes pour filles et garçons. Et si vous prenez le nombre d'écoles, le nombre de salles de classe, vous multipliez par le nombre d'enfants, je crois que vous pouvez avoir un chiffre qui est plus ou moins indicatif. Mais tout ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste, c'est que avec la construction de ces écoles, nous remarquons une augmentation sensible du taux de scolarité des enfants dans les écoles primaires, y compris le nombre de filles. Parce que vous savez, les filles, lorsque les mamans se rendent compte qu'il y a des toilettes propres dans les écoles, séparées entre les filles et les garçons, elles sont très encouragées à amener les enfants à l'école. Et ça, c'est un élément important qu'il faut signaler. L'autre élément important, c'est que ces écoles sont construites, si je l'ai bien compris, sur fonds propres. C'est-à-dire que la RDC n'a pas recours à de l'aide ou à du partenariat extérieur, c'est sur les fonds propres de l'État que vous avez lancé ce vaste programme. Et justement, le ministre de l'Éducation nationale dans notre pays est le ministre parmi les plus enviés de la République pour le moment. Parce qu'auparavant, on pensait que c'était les parents pauvres du gouvernement, mais aujourd'hui, c'est un ministre qui essaye de manager un budget de près de 100 millions de dollars par an, juste pour l'appui à son secteur. Et ça, ce sont des ressources qui ne sont pas conditionnées par un appel de fonds extérieurs. C'est des ressources qui sont issues d'une gestion rigoureuse des finances publiques et d'une bonne gouvernance que nous avons apportée dans ce secteur sous la conduite et la vision de notre président de la République, qui est très attaché au secteur de l'éducation. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, tout ce que nous faisons doit être encadré par une vision. Une vision qui pulvérise le pouvoir au niveau du gouvernement. Une vision qui essaie de canaliser les forces énergiques à la fois du Premier ministre, mais du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Et donc, ce sont des ressources propres. Et c'est ce qui fait que, bon, nous avons une certaine autonomie à pouvoir élaborer le modèle classique de l'école que nous construisons. C'est un modèle propre qui permet de garantir un certain confort, la luminosité dans la salle des classes, le nombre de bancs qu'il faut mettre, les tableaux, la possibilité aux enfants handicapés physiques d'accéder aussi au niveau des tableaux. Bref, le ministre a décrit un certain nombre de critères propres au gouvernement et qui répondent aux critères. Et je dois vous dire, j'ai eu l'occasion de visiter ensemble avec le ministre de l'Éducation certaines écoles que nous avons construites et nous avons été surpris d'entendre, évidemment c'est une surprise agréable, certains parents disent qu'ils sont contents des écoles construites par le gouvernement parce que leur qualité, leurs standards dépassent parfois les standards de certaines écoles faites par les partenaires au développement. Évidemment, nous ne disons pas tous les bailleurs, parce qu'il y en a qui respectent les standards, comme les institutions de carrière internationale, mais il y a d'autres bailleurs qui arrivent parfois, ils font la forme et ils laissent les fonds. Les pays africains s'étaient engagés, voilà plusieurs années, à consacrer au moins 30% de leur budget à l'éducation. Certains pays africains y sont parvenus, le Sénégal, le Botswana, le Ghana aussi, et peut-être quelques autres, une dizaine maximum. Où en est le Congo de ce point de vue-là? Non, le Congo, comme vous le savez, n'a pas atteint cet objectif, mais au moins le plus important, c'est que le Congo est en voie aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, vers les années 90, on était à 1% du budget qui était affecté au secteur de l'éducation. En 2005, on est monté à 6%. Et aujourd'hui, en 2014,
2013, on est pratiquement à 16% des ressources budgétaires qui sont affectées à l'éducation. Voilà le bond que nous sommes en train de réaliser dans ce secteur. Et les indicateurs qui permettent de quantifier la qualité de l'amélioration du secteur éducatif sont en train de progresser. Et nous nous disons que d'ici 4 ans, nous allons certainement pulvériser les records. Mais nous ne disons pas que nous allons atteindre les objectifs millénaires de développement, mais peut-être que nous allons nous rapprocher de ces indicateurs. Parce que le plus important ici, c'est de voir la progression, le progrès fulgurant avec lequel la RDC est en train d'avancer dans ce domaine. Dernière question sur l'éducation, justement, investissement, vous le venez de le dire, mais qu'en est-il par exemple de la revalorisation, je veux dire, des professeurs, des enseignants? Il ne suffit pas de construire des écoles, il faut aussi mieux rémunérer les profs pour qu'ils soient plus motivés. Ah oui, quand on vous parle de l'amélioration des conditions dans le secteur éducatif, il n'y a pas que les élèves qui doivent étudier dans des conditions confortables, il y a aussi les enseignants qui doivent être payés régulièrement, mais il y a aussi le niveau des enseignants. Ils le sont aujourd'hui? Je vais y arriver, mais il y a aussi le niveau des enseignants, parce que une chose est d'avoir des écoles et des bancs, mais une autre chose est d'avoir des enseignements de qualité. Mais il y a aussi la logistique. Vous pouvez avoir des enseignants de qualité, vous pouvez avoir des bâtiments confortables, mais il faut aussi avoir des livres, et ainsi de suite. Donc, voilà un arsenal éducatif dans lequel nous nous sommes engagés. S'agissant particulièrement de la question que vous évoquez, c'est celle de rémunération. Nous devons être sincères pour dire que les rémunérations que nous accordons aux enseignants n'ont pas encore atteint le niveau de confort qu'il faut pour garantir les conditions plus ou moins acceptables. Tout ce qui est important aujourd'hui, c'est que les efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions salariales sont très perceptibles. Chaque année qui arrive, nous augmentons autant que faire se peut le revenu des enseignants. Et devant un cadre macroéconomique stable, un taux d'échange stable, devant un taux d'inflation considéré comme l'un des plus bas du continent, soit à 1% des taux d'inflation par an, le revenu que nous augmentons, en tout cas aux enseignants, permettent à ces derniers d'avoir un accroissement de leur pouvoir d'achat. Et ça, c'est le plus important que nous devons garantir. Mais il y a aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, le manuel que nous achetons, il y a aussi la formation des enseignants que nous assurons pour leur donner la possibilité d'avoir un niveau d'enseignement de qualité destiné aux enfants. Alors, trois questions relatives aux relations internationales. Vous êtes de passage à Bruxelles, l'occasion de rencontrer notamment les autorités de la Belgique. Vous avez rencontré le Premier ministre Elio Di Rupo et puis aussi les représentants donc, de l'Union européenne. De ce point de vue-là, vous avez signé par exemple le 11e FED avec l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce que ça aura comme résultat, cette signature? J'ai rencontré le Premier ministre belge et c'est dans le cadre de relations bilatérales, constructives et suivies que nous avons avec la Belgique, dont vous connaissez les relations historiques, politiques que nous avons depuis plusieurs décennies. Et de ce point de vue, je crois que les relations sont au beau fixe. J'ai eu un entretien encore ce matin avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders. Là aussi, il était question de faire le point de nos états de relations. Mais tout s'est bien passé aussi. Alors, avec l'Union européenne, nous venons de signer avec le commissaire européen au développement, André Piebalgs, avec qui nous avons des entretiens et des relations assez suivies. Nous venons donc de signer un programme éducatif, un accord de financement d'un peu plus de 600 millions d'euros, qui vise plusieurs secteurs de la vie nationale, les routes, l'éducation, la santé. Et je crois que c'est quelque chose de très appréciable parce que ça vise effectivement
à renforcer le financement dans ces différents secteurs. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en place depuis avril 2012, si mes informations sont bonnes. Ça fait donc un peu plus de 2 ans et 3 mois à peu près que vous êtes en place. Alors à Kinshasa, on parle beaucoup de la matatisation du Congo, c'est-à-dire l'empreinte que vous aurez marquée sur la réalité du pays durant l'exercice du pouvoir. La bancarisation notamment, c'est un des grands chantiers que vous avez lancé. La dédollarisation aussi, vous avez parlé vous-même du taux d'inflation qui est assez bas au Congo. Mais ce que je veux dire, quand on parle avec les Congolais, quand on vit au quotidien, il y a des choses qui se font, des réformes qui sont mises en œuvre, mais eux n'en tirent pas encore véritablement le fruit en termes d'amélioration de leur état de vie, de leur niveau de vie. Et quand on le voit, par exemple, les indices du développement humain, le Congo reste encore très bas à ce niveau. Bon, sur cette question, je voudrais vous inviter, comme je le fais souvent, à ne pas tomber dans le piège du populisme subjectif de certains analystes non avisés qui font croire à certaines personnes qu'il n'y a pas une certaine amélioration des conditions de vie de la population et ils stigmatisent la matatisation. Je crois que quand on parle de ces néologismes, ceci veut dire tout simplement un mode de gestion que nous avons consacré depuis que nous sommes à la primature, mais cela a commencé bien avant, depuis que nous étions au ministère des Finances, c'est une certaine rigueur dans la gestion des finances publiques. Et je l'ai toujours dit, la rigueur dans la gestion des finances publiques est indispensable pour une meilleure gouvernance, pour une meilleure affectation des ressources publiques, parce que partout où il y a des performances, que ce soit au niveau individuel, au niveau familial, il y a la rigueur. Là où il n'y a pas de rigueur, il ne peut pas y avoir de performance. Et c'est pour ça que bon, les gens créent ces néologismes pour dire voilà, il y a une certaine matatisation où on a matatisé tel secteur, mais il faut y voir plutôt les soucis d'une rigueur, les soucis d'une bonne gouvernance. De quelle réforme êtes-vous le plus fier après 2 ans et demi d'exercice? Il y a eu plusieurs réformes. Vous avez évoqué la bancarisation. La bancarisation, c'est une réforme plus ou moins emblématique, mais elle n'a pas commencé par la primature. C'est une réforme que nous avons commencé quand j'étais encore ministre des Finances, avec mon collègue du budget, mais que nous avons intensifié, consolidé lorsque j'ai été à la primature. La bancarisation consiste notamment à effectuer les paiements par le système bancaire pour beaucoup de gens qui touchaient manuellement. Et d'aucuns disent, Monsieur le Premier ministre, que ça profite surtout aux banques qui touchent un pourcentage parce que les gens vont retirer leur argent directement le jour de la paye. Non, c'est faux. Ça ne profite pas seulement aux banques. Là, encore une fois, vous tombez dans le piège du populisme subjectif. Eh bien, écoutez, c'est une question, mais vous tombez dans ce piège-là parce que qui profite de la bancarisation? Est-ce la personne qui touche son salaire par la banque et qui a la possibilité, cette fois-là, d'avoir l'intégralité du salaire, parce que ce n'était pas le cas, d'avoir des billets propres, parce que ce n'était pas le cas, d'avoir son salaire quand il le veut, parce que ce n'était pas le cas. Moi, je crois, à mon avis, que le plus grand bénéficiaire, c'est celui qui touche les salaires par la banque. S'agissant des banques commerciales, évidemment, elles font aussi leur affaire lorsque les salaires n'étaient pas passés par la banque et n'avaient pas ce qu'on appelle la rémunération d'un dépôt bancaire, d'un paiement par la banque. Aujourd'hui, les banques commerciales touchent aussi quelques dividendes quant à la paye au niveau de la banque commerciale. Mais le plus grand bénéficiaire, c'est tout le monde. À la fois nous, l'État, parce que nous avions un certain nombre d'effectifs qui étaient alignés sur la liste de paye et qui aujourd'hui ne peuvent plus être payés. Donc nous, l'État, nous avons beaucoup de dividendes là-dessus. Et il y a près de 6 millions de dollars que nous avons en tout cas gagnés. Les agents qui touchent par la banque et aussi en bénéficié parce que désormais, ils ont l'intégralité de leur salaire et de manière régulière. Les banques aussi, parce qu'aujourd'hui, non seulement les banques touchent une certaine rémunération quant aux services rendus, mais les banques aussi accordent du crédit,
à tous ceux qui voient leur rémunération bancarisée, parce que désormais, la banque sait que je peux accorder les crédits à tel fonctionnaire, à tel militaire, à tel policier, à tel enseignant, parce que chaque mois, son salaire passe par chez moi et je peux donc programmer la rétention régulière. Donc voilà, la magie de la bancarisation, à mon avis, c'est une magie qui est tout à fait financière et acceptée par tout le monde. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas ne pas vous avoir là et vous poser la question. Récemment, il y a eu des affrontements entre le Congo et le Rwanda. Faites-nous en quelques mots, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais est-ce que la situation sécuritaire est désormais, je veux dire, calmée et au beau fixe à l'est de la RDC? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la paix et la sécurité, elle est redevenue dans notre pays. Nous n'avons plus de M23 dans le pays parce que nous l'avons chassé par les moyens les plus militaires possibles. Ce sont les forces armées congolaises qui ont chassé ces mouvements M23 qui, comme vous le savez, étaient appuyés par les forces extérieures. Il y a eu des petites attaques entre les forces armées congolaises et les forces voisines du Rwanda, mais je crois que ce sont des balbutiements qui sont tout à fait acceptables et qui peuvent être compris lorsqu'on sait que la RDC vient d'une guerre qui a fait pratiquement 10 ans et dans laquelle on a vu des altercations de toute nature. Écoutez, pour nous, c'est que la guerre, elle est terminée. Les autres aspects peuvent être gérés de manière tout à fait ponctuelle pour une meilleure consolidation de la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je sais qu'il y avait d'autres sujets dont vous pouvez parler, la santé, l'énergie, puis l'agribusiness. L'agriculture, je sais que c'est un de vos secteurs prioritaires, mais j'espère que vous aurez l'honneur, vous nous ferez l'honneur de revenir un jour parler sur le plateau de Vox Africa. En tout cas, merci pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.